Bonjour à tous, nous allons commencer ce deuxième chapitre avec le premier cours intitulé Introduction au monde des prokaryotes. Les prokaryotes ont donc un noyau primitif et n'ont pas de membrane nucléaire, contrairement aux eucaryotes. Les prokaryotes sont exclusivement représentés par les bactéries. Donc quand nous parlons de micro-organismes prokaryotes, nous parlons de bactéries. Ce sont des organismes unicellulaires, donc composés d'une seule cellule, et ont un chromosome unique et circulaire. En termes de nombre et de masse, les bactéries sont plus importantes que toutes les autres espèces vivantes. Elles ont une grande capacité de colonisation et d'adaptation. Elles sont très diversifiées. Et bien sûr, comme tous les autres micro-organismes, elles sont ubiquitaires. Donc peuvent être retrouvées dans tous les milieux, tous les biotopes. Leur taille en moyenne est entre 1 et 10 micromètres. Et leur poids est de 10 puissance moins 12 grammes. Donc il faudrait 1000 milliards de bactéries pour avoir 1 gramme. Les prokaryotes ou les bactéries peuvent être divisés en deux grands groupes ou en deux grands domaines. Nous avons les eubactéries, en anglais bacteria, E qui veut dire vrai, donc ce sont les vraies bactéries. Et de l'autre côté, nous avons les archées ou archéobactéria, en anglais appelées archées, qui veut dire anciennes bactéries. Donc ce sont les premières bactéries à apparaître sur Terre. Actuellement, leur classification se base sur l'ADN ou les autres acides nucléiques, mais anciennement, les eubactéries étaient classifiées en trois grands groupes. Les bactéries avec une paroi gram négatif, les bactéries avec une paroi gram positif et les bactéries sans paroi, qui sont représentées par les mycoplasmes. Les archées de l'autre côté sont classées en trois grands groupes. Les halophiles extrêmes, halo qui veut dire sel, donc ce sont des bactéries qui aiment des milieux qui sont riches en sel. Généralement, ces bactéries supportent des pH basiques de l'ordre de 11,5%. Nous avons les archées thermophiles extrêmes, qui se développent à des températures de 80 degrés voire plus, avec un pH acide extrême. C'est pour ça qu'elles sont appelées également thermoacidophiles. Et les bactéries méthanogènes, qui sont anaérobies strictes, c'est-à-dire qu'elles se développent en l'absence d'oxygène, et qui produisent du méthane, CH4, à partir de CO2, du gaz carbonique. Voici quelques différences entre les eubactéries et les archées. Tout d'abord, les eubactéries se développent dans des conditions normales, c'est-à-dire des températures entre 20 et 40 degrés, un pH neutre, une salinité faible. Par contre, les archées se développent dans des conditions de vie extrêmes, quand il fait très froid ou très chaud, quand il y a beaucoup de sel dans le milieu, etc. La deuxième différence est le premier acide aminé initiant la synthèse d'une chaîne polypeptidique. Donc chez les eubactéries, il s'agit du N-formylméthionine, contrairement aux archées, où il s'agit de la méthionine, comme chez les eucaryotes. Donc le premier codon qui initie la synthèse d'une protéine, AUG, correspond à la méthionine. La troisième différence concerne la composition de la paroi. Chez les eubactéries, elle est composée de peptidoglycanes. Par contre, chez les archées, sa composition est variable. Nous le verrons plus en détail lors du cours sur les parois. Les eubactéries peuvent faire la photosynthèse, bien sûr chez les bactéries photosynthétiques telles que les cyanobactéries, alors que les archées ne font jamais la photosynthèse.
Chez les eubactéries, il y a la formation de spores, bien sûr chez certaines espèces de bactéries résistantes, alors que les archées ne forment jamais de spores, ces organes de résistance. Les eubactéries ont un pouvoir pathogène plus important que les archées. Effectivement, certaines bactéries, eubactéries, provoquent des maladies, que ce soit chez les animaux ou les plantes. Par contre, chez les archées, le pouvoir pathogène est très très rare. Concernant la présence d'histones dans le chromosome, donc c'est la protéine sur laquelle s'enroule l'ADN, il est inexistant au niveau des eubactéries qui sont composées d'autres protéines telles que la spermine, alors que les histones sont présents chez les archées. Donc sur ce point, elles ressemblent également aux eucaryotes. La dernière différence concerne la membrane plasmique. La membrane plasmique des eubactéries et des archébactéries est composée de phospholipides, mais ces deux phospholipides sont différents. La première différence est au niveau de la liaison qui lie le glycérol au reste du phospholipide. Chez les eubactéries, il s'agit d'une liaison ester. Par contre, chez les archées, il s'agit d'une liaison éther. Donc la différence entre les deux, c'est la composition chimique. Au niveau de la liaison ester, nous avons un atome d'oxygène en plus. C'est le même type de liaison qui existe chez les eucaryotes. Donc en plus de la liaison ester, chez les eubactéries, nous avons des acides gras. Par contre, chez les archées, nous avons des chaînes hydrocarbonées, donc composées de carbone et d'hydrogène. Donc voici la membrane plasmique chez les eubactéries. C'est une double couche phospholipidique qui est composée de deux acides gras. Par contre, chez les archées, cela est un peu plus complexe. Voici la membrane des eubactéries. Elle ressemble à celle des eucaryotes. Par contre, chez les archées, elle peut être composée d'une bicouche lipidique, mais elle est souvent composée d'une monocouche lipidique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre deux couches. Caractéristiques des bactéries. On peut classer les bactéries ou les identifier, c'est-à-dire les reconnaître en fonction de deux types de critères. Les critères phénotypiques ou les critères moléculaires. Les critères phénotypiques sont les critères observables par le microbiologiste au laboratoire. Il s'agit de l'aspect externe, donc la taille, la forme, que ce soit de la bactérie ou de la colonie. Des critères culturels, donc la température optimale de croissance, le pH, le besoin en oxygène, et les capacités métaboliques, donc si elle fabrique une enzyme déterminée. De l'autre côté, nous avons les critères moléculaires qui se basent soit sur les acides nucléiques tels que l'ADN, ou sur les protéines. Commençons par les critères phénotypiques. Premièrement, nous avons la taille de la bactérie. La taille des bactéries peut être très variable. Elle peut aller des cellules naines qui ont une taille de 0,1 à 0,2 micromètres aux cellules géantes qui peuvent atteindre jusqu'à 0,75 mm. Mais en moyenne, les bactéries ont une taille allant de 1 à 10 micromètres. Voyons maintenant le deuxième critère qui est la forme et l'arrangement des bactéries. Les bactéries ont des formes variables. Elles peuvent être sous forme sphérique, qu'on appelle cocci ou coque.
Elle peut être sous forme de bâtonnet droit, qu'on appelle bâcie, avec des extrémités arrondies ou des extrémités pointues. Forme de bâtonnet incurvé, donc comme un bâtonnet droit mais tordu, avec des extrémités différentes également. Donc ces deux types peuvent être rassemblés sous le terme forme cylindrique. Nous avons les bactéries hélicoïdales ou de forme spiralée, et les bactéries ramifiées ou filamenteuses qui ont une forme qui ressemble à celle des moisissures. Il existe une forme intermédiaire entre les coccis et les bacilles qui est la forme cocobacille. Passons maintenant à l'arrangement. Concernant les deux grands types de bactéries, ou de formes de bactéries, les deux plus communs, disons, quand il s'agit d'une seule bactérie, on l'appelle soit coque ou cocci, soit bacille. Quand il existe deux bactéries sphériques, on les appelle diplocoques. Quand elles sont rassemblées à 4, on les appelle tétrades. Quand elles forment une chaîne ou une chaînette, on les appelle streptocoques. Quand elles forment une sorte de cube avec un nombre de 8, on les appelle sarcines. Et quand elles forment un amas ou une grappe, on les appelle staphylocoques. Cela concerne les bactéries de forme arrondie. Pour les bacilles, quand elles sont de 2, on les appelle diplobacilles. Et quand elles forment une chaîne, on les appelle streptobacilles. Donc voici les différents arrangements des bactéries sphériques et des bactéries sous forme de bâtonnet. Passons à l'aspect de la colonie. Donc, cela concerne la taille de la colonie, sa couleur, mais également la morphologie coloniale. Donc, en laboratoire, on peut obtenir des colonies bactériennes à partir d'une seule bactérie qui va se développer, qui va se diviser. Donc, en fonction de sa taille, de sa forme, nous pouvons déterminer quel est le type de bactérie, ou du moins éliminer un certain nombre de bactéries. Alors, concernant la morphologie, cela peut concerner la forme, l'élévation ou le bord. Nous avons différents types de formes, telles que la forme circulaire, qui est la plus simple, ou la forme fusiforme. L'élévation, donc la colonie peut être soit plane, donc aplatie, soit élevée, soit bombée. Et le bord de cette élévation, il peut être soit régulier, soit dentelé, etc. Donc nous pouvons classer les bactéries en fonction de ces différents critères coloniaux. Il existe d'autres critères phénotypiques, tels que la nature de la paroi, gramme plus ou gramme moins, qui peut être déterminée grâce à la coloration de grammes, qu'on verra tout à l'heure dans le prochain cours. Des structures cellulaires spécialisées telles que les chromatophores, qui existent uniquement chez les bactéries photosynthétiques. Ces chromatophores peuvent être observés au microscope électronique. Et enfin, les caractéristiques biochimiques ou métaboliques, comme la synthèse de produits spécifiques tels que les enzymes. Nous allons prendre l'exemple le plus connu, qui est l'exemple de l'enzyme catalase. La catalase est une enzyme qui permet de transformer le peroxyde d'hydrogène en eau plus oxygène. Donc, comment savoir si la bactérie fabrique cette enzyme? Le principe est simple. En fait, il faut plonger un échantillon de bactéries dans un tube où il y a du peroxyde d'hydrogène. S'il y a formation d'une effervescence, c'est qu'il y a eu relargage d'oxygène. Donc, la bactérie a fabriqué de la catalase. Passons maintenant aux critères moléculaires qui se basent surtout sur l'ADN. Je vais vous donner quelques exemples.
Commençons par le coefficient de Chargaff ou contenu G plus C, donc en guanine et cytosine. Théoriquement, cela est déterminé par le rapport de la guanine et de la cytosine sur la totalité des bases nucléiques. Mais en pratique, cela n'est pas aussi simple. En pratique, elle est obtenue par la température de fusion de l'ADN d'une bactérie. C'est quoi la température de fusion de l'ADN d'une bactérie? En fait, c'est la température à laquelle la moitié des molécules d'ADN est dénaturée. La dénaturation de l'ADN, c'est la séparation des deux brins d'ADN. Quand nous avons la moitié de ces molécules d'ADN qui passent d'ADN double brin à un ADN simple brin, donc nous avons la température de fusion. Donc nous voyons bien que le pourcentage de dénaturation est de 50%. Pour dénaturer un ADN, il suffit de détruire les liaisons hydrogènes qui existent entre les bases. Entre la cytosine et la guanine, il existe 3 liaisons hydrogènes. Et entre la thymine et l'adénine, il existe uniquement 2 liaisons hydrogènes. Donc plus il y a de liaisons hydrogènes, plus le contenu G plus C sera élevé, plus la température de fusion sera élevée. Donc, à partir de la température de fusion, nous pourrons avoir un pourcentage de G plus C. Par exemple, il est de 50% chez Escherichia coli, 60% chez les bactéries du genre Pseudomonas et 25 à 45% chez les bactéries du genre Clostridium. Passons au deuxième exemple, il s'agit de l'hybridation d'acides nucléiques. Le principe est très simple. L'hybridation est réalisée entre une sonde dont la séquence est connue et un segment d'ADN monobrin obtenu après dénaturation. Cela se passe en 2 étapes. Tout d'abord la dénaturation, donc le passage d'un ADN double brin en ADN monobrin. On va séparer les 2 brins. Ensuite l'hybridation. Lors de l'hybridation, on va utiliser une sonde. Donc c'est une séquence d'ADN connue qui correspond à celle d'une espèce bactérienne. Si la sonde se colle au premier brin d'ADN, donc il y a une hybridation, cela veut dire que cela correspond à l'espèce que nous avons utilisée pour la sonde. Et enfin le séquençage d'acides nucléiques. C'est la détermination de la succession des nucléotides ou des bases pour un fragment d'ADN. Donc l'ADN analysé va vous donner la succession des bases de ce fragment. Et vous aurez ce qu'on appelle les rides. Donc nous allons lire directement à quoi correspond ce fragment. Donc la succession des bases qui le composent. Et ainsi, vous pourrez comparer votre résultat à une base de données et voir à quelle espèce correspond ce fragment d'ADN. Passons maintenant aux éléments ou aux constituants des bactéries. Il existe 2 types d'éléments qui constituent les bactéries. Nous avons les éléments constants qui sont présents chez toutes les bactéries et les éléments inconstants qui sont présents uniquement chez certains types de bactéries. Commençons par les éléments constants, qui sont retrouvés chez 99, voire 100% des espèces bactériennes. Nous avons la paroi, la membrane plasmique. La séparation qui existe entre la paroi et la membrane plasmique est appelée périplasme ou espace périplasmique. Nous avons le cytoplasme, le chromosome circulaire, les ribosomes ou le polysome, ainsi que les granulations de réserve. Chacun de ces éléments a un rôle bien précis. La paroi a pour fonction de donner la forme ou de protéger la bactérie. La membrane plasmique permet la respiration chez la bactérie, mais également le transport de composés.
Le cytoplasme porte les éléments constants et les éléments inconstants de la bactérie. Le chromosome porte le matériel génétique qui permet la fabrication de protéines. Les ribosomes traduisent l'ARN messager en une chaîne d'acides aminés, donc en protéines. Et les granulations de réserve qui renferment des produits fabriqués par la cellule, tels que l'amidon ou le glycogène, ou d'autres substances de réserve, telles que les minéraux. Le périplasme ou l'espace périplasmique renferme des enzymes appelées hydrolases qui permettent de dégrader les éléments nutritifs de la bactérie. Chez les bactéries Gram+, les enzymes sont sécrétées à l'extérieur et sont appelées exoenzymes. La destruction de ces éléments nutritifs se fait à l'extérieur de la paroi. Par contre, chez les Gram négatifs, la destruction se fait entre la membrane interne et les autres éléments de la paroi. Passons maintenant aux éléments inconstants, qui sont donc présents uniquement chez certains types de bactéries et qui ont des fonctions spécifiques. Nous avons le pilus sexuel, qui permet la conjugaison bactérienne, donc la reproduction sexuée chez certaines bactéries. Nous avons les fimbriers ou les pili communs, qui permettent l'attachement des bactéries à une surface ou sur une autre cellule. Les deux sont rassemblés sous le terme pili. Nous avons le flagelle, le glycocalyx ou la capsule, les vacuoles à gaz, le plasmide, ainsi que la spore. Donc, comme nous avons dit, le pilus sexuel permet l'attachement des bactéries lors de la conjugaison, de la reproduction sexuée. Le pilus commun ou le fimbrier permet la fixation des bactéries sur une surface ou sur une cellule, eucaryote par exemple. Le flagelle permet la locomotion ou le déplacement de la bactérie. Le glycocalyx ou la capsule a un pouvoir protecteur et pathogène. La vacuole à gaz permet de remonter à la surface de l'eau et de redescendre en se remplissant d'air ou en se vidant d'air. Le plasmide est un matériel génétique extra-chromosomique qui porte des gènes de virulence et de résistance. Et enfin la spore, qui est la forme de résistance des bactéries aux conditions défavorables. C'est la fin de ce cours. Bonne révision.